Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne pour réussir à transformer votre trac en une adrénaline puissante. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi. Vous pouvez aussi poser des questions si vous en avez. Voilà, j'essaierai d'y répondre en tout cas au meilleur moment et le plus possible. Alors, du coup, on va commencer ce formidable webinaire. Alors déjà, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Laura Ballot. Je suis coach en prise de parole en public, en leadership et en confiance en soi. De base, j'ai un parcours assez traditionnel. J'ai fait une école de commerce. Je suis certifiée en programmation neurolinguistique. J'ai écrit un livre également sur justement des astuces pour réussir à prendre la parole en public en réussissant à transformer justement ce trac en adrénaline. Je précise bien transformer le trac en adrénaline parce que ça va pas être de lutter contre le trac. Ça va être vraiment de réussir à l'accepter pour se dire, OK, ce trac, il est là et comment je fais pour qu'il devienne une adrénaline puissante qui vient justement au service de mon discours. Donc j'ai formé à peu près 200 personnes à la prise de parole, dont des dirigeants d'entreprise, y compris à l'international. J'ai fait une dizaine d'événements donc en l'espace de 2 ans où j'ai monté mon entreprise. Donc ça a été plutôt très positif. Donc voilà. Alors, OK, 12 participants, super. Alors, je vais vous présenter donc le programme de ce webinaire tout d'abord. Alors, si vous êtes donc à ce webinaire, donc il y a 3 choses que vous allez apprendre. Déjà, vous allez réussir à mieux comprendre quels mécanismes sont voilà, autour du trac, qu'est-ce qui fait que je ressens du trac. Comment agir aussi au niveau du trac. Alors, on a plusieurs modes d'action qui vont nous amener justement à mieux le réguler et comment je fais pour me préparer avant une intervention orale. Donc, c'est vraiment ces 3 axes qu'on va voir ensemble. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions durant la présentation, le but, c'est que ça soit au maximum participatif. Voilà. Alors, cette conférence en ligne, elle n'est pas pour tout le monde. Alors, elle va être pour vous en particulier dans les 2 cas suivants. Déjà, si vous êtes motivé. C'est-à-dire que de toute manière, si on vous donne des astuces, des conseils, machin truc, si vous n'êtes pas motivé pour les mettre en application, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Donc, je vous invite vraiment à tester ce qui va être dit justement durant ce webinaire et vraiment aller pratiquer surtout au maximum dans votre vie quotidienne, etc., pour vraiment vous améliorer. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est au cœur du processus. Deuxième chose, moi je m'adresse en particulier à des personnes qui vont être plutôt hypersensibles et qui vont avoir du mal parfois à gérer toutes ces émotions. Donc qui vont avoir du mal à la fois à se connecter à leurs émotions et du coup aussi à les réguler. Donc les deux sont vraiment liés pour moi. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez absolument rester à cette conférence jusqu'au bout? Déjà, première chose, pour avoir des clés qui vont vous permettre effectivement de prendre vraiment plaisir à intervenir à l'oral. Parce que justement, quand on transforme le trac en une adrénaline, ça devient un plaisir de partager avec les personnes, un plaisir de aussi porter un message qui va être inspirant. On sort en fait du truc, oui, je suis focalisée sur moi, pour être vraiment focalisé sur mon public et c'est lui qui va être vraiment le héros de mon intervention. Donc c'est ça qui est super important. Deuxième chose, pour vous connecter aussi à vos émotions au quotidien de manière générale, parce que nos émotions, c'est aussi un guide très puissant, c'est une sorte de boussole intérieure qu'on a intégrée, sauf que parfois on l'écoute pas tout à fait. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant de les écouter, ces émotions, et de voir quel est le besoin qu'il y a aussi derrière ces émotions. Troisième chose, pour avoir aussi des astuces de conférencier à succès et pour réussir vraiment à captiver votre public. Parce que du coup, ça va être aussi des conseils, notamment je pense à la préparation du discours, qui vont faire que vous allez être beaucoup plus à l'aise et que vous allez vraiment connaître votre sujet. Donc voilà. Alors,
comme je l'ai dit, le séminaire va être au maximum participatif. Alors là, je vais vous proposer de vous rappeler la dernière fois que vous avez vraiment ressenti du trac. Alors, essayez de vous rappeler à quelle occasion ça a été, qu'est-ce que vous avez ressenti, même au niveau physique, au niveau psychique aussi, peut-être, qu'est-ce que vous vous êtes dit qui a généré ce trac. Donc, n'hésitez pas à mettre les réponses d'ailleurs en commentaire. Je pense que vous pouvez commenter normalement. Je ne sais pas. Ah! Ah oui, je viens de voir. Je découvre l'outil, donc je viens de voir la section de chat, c'est génial. Ok. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas du coup à dire. Alors, la prise de parole en cours, ouais, ok. À dire la dernière fois que vous avez ressenti ce trac. Et ce qui peut être intéressant, c'est comment est-ce que vous l'avez géré aussi ce trac? Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que en point bureau pro, ok, pendant une réunion commerciale devant un nouveau client? Ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus, je reçois beaucoup de personnes ouais, qui font de la vente parce que il peut avoir ce stress aussi de se dire ouais, il faut que je close le client en point bureau pro, présentation d'un nouveau projet en réunion. Ouais. Dans le contexte professionnel, en plus, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a aussi la question qui est de la légitimité. C'est que des fois, on se dit, oui, il faut absolument que je sois légitime, il faut absolument que je sois sachant. Sauf que quand je suis en présentation, en fait, ce qui va être important, c'est avant tout de transmettre un message. C'est pas tellement que les personnes se disent, oui, elle, c'est la meilleure de l'équipe, parce que, enfin, comment dire, c'est vraiment, oui, de faire passer un message. Et c'est de transformer justement aussi ce paradigme. Alors, OK, très bien. Alors, le trac, en fait, ça peut être aussi un réel handicap et moi, je l'ai vu notamment pour les personnes que je coach. Déjà pour évoluer dans sa vie professionnelle, bah, c'est vrai que pour passer, par exemple, manager ou des fois plus haut, bah, on a besoin quand même de faire des interventions à l'oral, donc ça peut être assez pratique de savoir s'exprimer. Bonjour Fardini. Déjà aussi pour partager aussi vos passions, pour porter votre message et pour être sur un mode, j'ai envie de dire, acteur. Pour être vraiment acteur de votre présentation et pour transmettre des messages qui vont être aussi inspirants et qui peut-être changeront le monde, et cetera et surtout qu'en ce moment, on en a peut-être besoin. Donc voilà. Avoir une vie sociale aussi plus épanouissante, bah, c'est vrai que moi, je me souviens, il y a quelques années, même quand j'étais face à ne serait-ce que 6 personnes, même si c'était des amis, bah, j'avais le trac. J'avais vraiment ce trac, qui est toujours là, hein, mais maintenant, bon, j'arrive quand même mieux à le gérer, je pense. Donc voilà. Se reconnecter à ses émotions, oui, ça permet aussi, en fait, les émotions, on disait tout à l'heure que c'était aussi des guides en quelque sorte. Ça permet de se reconnecter aussi à soi et d'être vraiment aligné avec sa vie au quotidien. Parce que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça nous indique aussi une direction où aller. Donc ça, c'est aussi vraiment important. C'est pour ça que même le trac, c'est pour cette raison aussi que j'ai du mal avec cette expression de lutter contre le trac. Parce que euh, en fait, il ne s'agit pas de lutter contre, il s'agit aussi de comprendre pourquoi ce trac il est présent, qu'est-ce qu'il vient nous dire aussi ce trac, et puis après on va plutôt chercher à le réguler. Parce que si on essaie de lutter contre, bah, c'est là qu'il va être encore plus présent. On en vient à avoir peur de la peur, de la peur du trac, et là on s'en sort plus quoi. Donc voilà. Ah oui, alors je essayez de prendre un moment aussi pour visualiser, votre objectif. On va dire, si demain, vous n'avez plus peur de rien, vous n'avez plus de trac ni rien, qu'est-ce que vous seriez capable de faire? Et imaginez-vous toutes les choses peut-être que vous ne faites pas actuellement et que vous seriez capable de faire si jamais, ça y est, vous étiez libéré de ce trac. Ouais, des formations au niveau pro, OK. Ouais, c'est vrai que des fois les formations, ça peut, ouais. Mes propos sont inintéressants. Ouais, des fois, ça peut être le cas. On estime que nos propos, qu'on va raconter des choses qui vont pas être intéressantes pour les autres, alors que souvent, bah, souvent c'est pas le cas en fait, hein. Souvent, on a une expérience, une vraie expérience à partager. On a des vraies choses à partager et c'est dommage de les garder pour soi. Ouais, des conférences aussi. Ouais. Très souvent, ça rejoint aussi le domaine professionnel.
Donc voilà, mais pas que, parce que finalement ces méthodes aussi de prise de parole en public, bah, après on peut aussi les appliquer dans notre quotidien, notamment, je sais pas, pour rencontrer l'âme sœur, pour aller, dîner avec des amis, enfin ça peut être, très très varié, j'ai envie de dire. OK, alors oui et d'ailleurs, alors fun fact, la prise de parole en public, c'est la première peur avant même la peur de mourir. Alors il y avait un humoriste donc qui s'appelle Jerry, Seinfeld, d'ailleurs qui disait à ce sujet: «La peur la plus citée au monde, parler en public. La deuxième peur la plus citée, la mort». Ce qui veut dire que si vous êtes à un enterrement, vous préférerez être dans le cercueil que de faire l'éloge funèbre. Donc ça, du coup, effectivement, bah, cette peur du jugement des autres, elle est quand même très, très présente. J'ai davantage le trac devant 3 personnes que devant 100. Ouais, ça dépend effectivement des personnes. Tout à fait. OK. Ouais, OK, c'est intéressant de lire vos commentaires. Alors, oui, donc on va commencer sur la compréhension aussi du trac, du coup. Déjà pour vous, c'est quoi le trac? Et surtout, c'est quoi la fonction du trac? Parce que quand on est envahi par le trac, on se dit: «Ah là, mais pourquoi on nous a créés avec du trac? C'est quoi ce truc? Ça sert à quoi?» Donc pour vous, ouais, survie. Ouais, super. Ouais. Oui, oui. C'est bien, on anticipe sur la suite. Réaction naturelle. Ouais. Oui, non, non, c'est pas des bêtises, effectivement, c'est tout à fait ça. Bagarre. Ou alors bagarre, peut-être pas quand même. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, on va voir, les différentes réactions, effectivement. Le boost pour se dépasser, ouais, peur d'oser. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est très juste ce que vous me dites et on a tous effectivement expérimenté à un moment donné cette sensation. Peur inconsciente aussi, ouais, tout à fait. Il faut savoir que derrière nos peurs, et ça, c'est un truc que moi j'ai mis du temps à découvrir aussi. Effectivement, il y a beaucoup de croyances, limitantes, hein, ça c'est sûr. La croyance, voilà, que les autres sont en train de nous juger, que, on n'est pas légitime, voilà. Mais au-delà même des croyances, il y a des fois, il y a aussi des mémoires qui viennent de l'enfance et cetera et qu'on a mis en place. Enfin, il y a tout un schéma qu'on a créé, des mémoires qui après ont créé des croyances, qui après créent des pensées. En fait, ça me fait un peu penser à des plantes, vous savez, qui sont bien enracinées. Je suis après pour tirer tout ça. Donc voilà. Doute sur la crédibilité. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, ce que n'est pas le trac déjà aussi. Le trac, c'est pas un trait de caractère. C'est-à-dire on peut avoir plus ou moins, on va dire, d'émotivité on peut être plus ou moins connecté à ses émotions. Le trac, c'est pas de la timidité non plus. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disent: «Bah, moi, je suis pas timide, mais par contre, quand je passe devant, 20-30 personnes, bah, j'ai le trac». Voilà. C'est pas une sensation non plus permanente. Le trac, c'est bien une anxiété de performance, contrairement notamment à l'angoisse, ou par exemple à des stress chroniques qui là peuvent être effectivement, totalement permanentes, et qui vont être généralisées. Ah oui, précise aussi, j'ai eu le cas aussi, j'avais une cliente qui vient me voir et qui me dit: «Bah, je comprends pas, moi je suis toujours stressée, surtout ma réunion du lundi et tout, j'ai toujours le trac». Bon, alors il faut savoir qu'avec cette cliente, on a revu son hygiène de vie quand même parce qu'elle me dit ça, donc je lui dis: «Bah, on discute un petit peu et cetera» et puis là, je m'aperçois qu'en fait, elle fume, 2 paquets de cigarettes par jour, enfin le truc énorme et qu'elle boit aussi pardon, 10 cafés dans la journée. Donc forcément, heu, on va dire que ça n'aide pas. Donc ça peut paraître, anodin, on va dire, mais bon, la base, ça reste quand même l'hygiène de vie. C'est-à-dire que, bon, la nourriture, le fait de bien dormir, le fait de faire, pourquoi pas un petit peu de méditation tous les jours. Il y a un truc qui est vraiment, moi que j'ai découvert après aussi, je pense que certains doivent certainement connaître, c'est le Miracle Morning aussi. Moi, j'adore faire ça où je me mets, tous les matins, mes affirmations positives et je les visualise et cetera et ça te met le matin, en fait, dans une énergie qui est géniale. Ouais, super.
Alors, du coup, c'est trop les saveurs, là? Je comprends pas. Peux-tu préciser le lien avec l'hygiène de vie? Bah, parce que l'hygiène de vie, en fait, euh, comment dire? Le trac, c'est pas que quelque chose, c'est quelque chose qui est psychique, mais qui est aussi corporel. Donc, si j'ai de manière générale une hygiène de vie, on va dire, qui va être stable, qui va être équilibrée, je vais être aussi beaucoup moins sujet en général au trac. Parce que le stress, de manière générale, c'est aussi comment je considère le temps. Donc, si je suis tout le temps en train de courir après ma vie, si j'ai une hygiène de vie qui n'est pas forcément équilibrée, ça peut aussi favoriser des réactions émotionnelles. Ouais, exactement, éviter trop d'excitants, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, c'est quoi le trac? Et vous l'avez très bien dit dans les commentaires. À la base, c'est un mécanisme de défense et de survie. C'est pour ça que c'est important qu'il soit là, ce trac. C'est-à-dire qu'on a notre système limbique qui va, voilà, qui va considérer une situation et en fonction du degré je vais y arriver. C'est mon premier live, mon Dieu. En fonction du degré d'urgence, du coup, il va réagir de manière plus ou moins rapide pour après envoyer des neurotransmetteurs, etc. et envoyer la réponse qui va être appropriée à tout le corps. Donc, c'est la partie la plus archaïque de notre cerveau qui va détecter cette situation qui est un danger pour nous. Il va déclencher ce mécanisme physiologique. Et puis là, c'est là qu'on va ressentir tous les symptômes du trac, avec la respiration qui s'écourte, avec les battements de cœur, etc. Donc, c'est vraiment une réaction contrainte environnementale. C'est quelque chose vraiment qui vient de l'extérieur. Et face à un événement extérieur, en général, on va générer deux réponses, une réponse cognitive et une réponse du coup émotionnelle. Ça ne se voit pas, Laura. Oui, c'est l'expérience. Le trac est... Alors oui, oui, bon ça du coup c'était un chercheur en neurosciences, Hans Selye, qui justement avait proposé cette conception alors pas du trac mais du stress. Mais bon, ça revient au même facteur en fait émotionnel et physiologique. Donc c'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Donc ça va, on l'a compris. Ah oui, alors je vous avais mis au départ tout le schéma, mais je peux vous dire que c'était assez compliqué. Alors, donc, dans notre système nerveux autonome, donc c'est-à-dire le système qui se charge de tous les mécanismes automatiques, donc que ce soit la digestion, la respiration, etc., on va avoir deux systèmes, on va dire, qui s'autorégulent mutuellement et qui agissent, comment je pourrais dire, qui agissent de manière oui, c'est-à-dire que le système nerveux sympathique va, enfin le système nerveux pardon, parasympathique va venir réguler le système nerveux sympathique. Donc ils agissent vraiment en concordance. En fait, le système nerveux parasympathique, ça va être un petit peu la pédale de frein du système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique, ça va être un système d'urgence qui va nous permettre de mobiliser tous nos muscles, tout notre système cardiovasculaire pour réagir et pour passer à l'action. Donc ce système-là va générer du coup des neurotransmetteurs, c'est-à-dire la neuroadrénaline et l'adrénaline. Alors dissocier. Ok. Le système nerveux parasympathique va venir en fait réguler cette action du système nerveux sympathique et va contrecarrer justement les actions d'urgence qu'il met en place. C'est un petit peu comme une soupape en fait. Donc c'est lui qui va générer de la relaxation, qui va participer au ralentissement général des fonctions de notre organisme. Et d'ailleurs, il y avait justement des chercheurs en neurosciences qui avaient démontré que les seules manières d'agir sur le système sympathique et parasympathique, c'était notamment la respiration. Ouais, c'est un système réflexe, effectivement. Système autonome, tout à fait. Alors du coup, les différentes réactions au trac, donc on en a trois. Donc en premier lieu, on va avoir la fuite. C'est-à-dire que notre hypothalamus va se dire, il va avoir une situation, on va dire, qui est problématique pour nous. Il va se dire, au secours, j'ai envie de fuir. Je sais pas, imaginez, vous êtes un zèbre dans la savane, vous voyez un lion, premier réflexe, je fuis. Deuxième réflexe, si on ne peut pas fuir, bah, qu'est-ce qu'on fait? On combat. Bon, voilà. Troisième réflexe, bah, on ne peut pas fuir, on ne peut pas combattre.
bah, à ce moment-là, on reste passif. C'est l'inhibition. Donc ça, c'est intéressant et même dans la prise de parole, moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, ces réflexes-là, on les retrouve aussi, ne serait-ce que dans l'attitude physique des personnes. Par exemple, la fuite. Bah, souvent, par exemple, les personnes qui sont très stressées, je vais voir, elles vont zioter, par exemple, les coulisses ou leur corps, en fait, va aller vers l'arrière comme pour s'enfuir. Ou sinon, elles vont accélérer aussi. Quand on accélère, c'est aussi un symptôme, un réflexe aussi de fuite. Donc, c'est tous ces mécanismes justement qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le combat, donc ça va être plutôt, bon, je combats, c'est bon, je fais ma prise de parole, etc. Et la passivité, bah, ça va être le moment où, par exemple, je sais pas, vous avez fait une bêtise à votre travail. Bon, vous pouvez pas fuir, vous pouvez pas combattre parce qu'effectivement, bah, il faut assumer vos responsabilités. Bah, à ce moment-là, vous vous faites engueuler, puis voilà quoi. Alors, le trac, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que plus, comment dire, plus on estime qu'il est négatif et plus effectivement il va l'être aussi. Donc le trac adaptatif, au contraire, il va nous permettre de passer à l'action. Il va nous permettre de mobiliser une énergie hyper puissante et qui va faire qu'on va réussir nos discours et qu'on va vraiment avoir cette adrénaline puissante. Et ensuite, alors, si le trac, par contre, est trop présent, si on est vraiment, on va dire, chamboulé par ce trac, s'il nous envahit, à ce moment-là, on rentre dans le trac paralysant. Et là, ça va être l'inverse. Il va vraiment nous priver de nos capacités d'action. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Alors, surtout, bon, à côté, je fais pas mal de chant lyrique. Je suis semi-professionnelle en chant lyrique. Et pendant longtemps, bah, ça a été, ça a été assez problématique parce que bah, vous imaginez, vous chantez aussi un air d'opéra qui est hyper aigu. Moi, j'avais même la voix qui restait coincée. C'est-à-dire, j'arrivais par exemple sur un air de Puccini au Mio Babino Caro, j'étais sur la place de l'Opéra, et là, la note aiguë qui reste totalement coincée. On aura droit à une démonstration, si vous voulez. À la fin, bah, j'ai mon copain qui est là en plus, qui est chanteur lyrique, donc à la fin, on pourra peut-être faire un duo. Et du coup, oui, c'était resté totalement bloqué. J'ai la note aiguë qui était là. Et du coup, je me suis tapé une de ces hontes. Et ce qui fait qu'après, en fait, j'allais chanter sous les toits, enfin sous les toits, sous les ponts à Paris. Et puis c'était un très très bon entraînement justement pour la prise de parole aussi et pour le chant, parce que du coup, ça entraîne aussi, voilà, à vraiment passer à l'action. Ok. Alors, les solutions maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est sympa de connaître le fonctionnement, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait? Le trac ne vient pas de l'enjeu. Ah oui, si, tout à fait. C'est vrai que quand il y a un enjeu important, on est d'autant plus sujet au trac. Et d'ailleurs, quand vous avez, je rebondis du coup, Fardini, sur ce que tu dis, quand vous avez un enjeu très important, moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de vous projeter. Imaginez-vous, je sais pas, le concours que vous allez passer dans une semaine. Ok, dans 10 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Et très souvent, on se fait une montagne de rien du tout, de beaucoup de choses, et finalement pour des choses qui sont pas très très importantes. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez peut-être un petit peu le relativiser justement. Alors les solutions, du coup, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous vendre des solutions miraculeuses pour lutter contre le trac, je vous conseille de fuir parce que enfin, bon, moi, je pense que j'ai été pas mal chercher quand même ces solutions parce que j'avais ce problème-là. Alors, je pense que j'ai toujours cette adrénaline, mais maintenant, ça va. Euh, et il n'y a pas de solution miracle. C'est avant tout un travail qu'on fait sur soi. C'est une évolution globale qui est à la fois psychique, physique. Enfin, voilà. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va justement s'améliorer aussi. Oui, bah après, ouais. Après, ça se transforme. Mais c'est plus de l'adrénaline, là, plutôt. Euh, et même après des années de pratique, et d'ailleurs, bah, mon copain qui est chanteur, je lui en parlais tout à l'heure, je lui ai dit, mais est-ce que toi, après des années, il chante depuis qu'il a 8 ans, est-ce que maintenant, quand tu rentres, avant de rentrer sur scène, est-ce que tu as aussi le trac? Il me dit, bah oui, j'ai toujours le trac, même après 8 ans, enfin, même après que
voilà, 20 ans d'expérience en chant, j'ai toujours le trac. Donc ça, il y a des techniques qui permettent par contre de mieux le réguler et justement qui vont permettre d'abaisser un petit peu ce niveau de trac. Donc comme on disait, essayer de lutter contre, c'est bien pire que de l'accepter. Elle est trop bien. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'on va avoir le trac, effectivement, d'avoir le trac. Donc, même quand il est là, le trac, la première chose, c'est de l'accepter et de se dire que, bon, les personnes sont pas des monstres non plus. En général, ça va, à moins que vraiment on passe devant un comité de direction ou quoi, voilà. Mais que en général, elles sont assez compréhensives aussi par rapport à ça et que si d'ailleurs on l'exprime à voix haute, dire bah voilà. Ça peut arriver que parfois j'ai mes mots qui partent, mais bon, dans ce cas-là, faudra pas s'inquiéter ou bon, ça peut être totalement compris par le public. Et d'ailleurs, j'avais une cliente comme ça, qui avait, bah, énormément le trac, quand elle parlait en public. Et c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment maladif, hein. C'était vraiment très, très, handicapant pour elle. Et ce qui l'aidait beaucoup, en fait, c'était de faire une sorte de code aussi avec son public. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que son public, comprenait qu'elle avait le trac, donc qu'elle perdait ses mots, bah, il se mettait en fait à chanter. Donc c'était assez drôle. Elle, en fait, avait un bug. Il y avait un blanc, comme on dit, et puis le public, du coup, comprenait ce qui se passait et il se mettait à chanter. Alors ensuite, donc on va effectivement passer aux solutions, pas de panique. Et permet de porter plus attention à la qualité de notre prestation. Oui, tout à fait. Ouais. À l'inverse, c'est vrai que si on arrive à une prestation et qu'on n'a aucun trac, bah, là, effectivement, c'est aussi inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément attentif, en tout cas à l'enjeu qu'on donne, et puis voilà, on s'en fiche un petit peu de ce qu'on fait, quoi. Alors non, vous n'êtes pas censé demander aux personnes en réunion de chanter pour compenser votre trac. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de parfois de quand on est face à un public nombreux, surtout en conférence aussi, des fois ça peut se faire aussi l'exprimer et puis de dire: «Bah, voilà, c'est ma première conférence, c'est mon premier truc, donc ça peut arriver, il peut y avoir des moments, voilà, où je bug, ça peut arriver, enfin, c'est pas du tout, une honte et puis, en fait, c'est un mécanisme, de toute manière, qui est très, très répandu, et du coup, les personnes, souvent, qui sont en face de nous l'ont déjà vécu. Après, quand vous êtes en réunion, en fait, si vous avez le trac, alors après, il y a des techniques, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du regard et cetera, rester connecté au niveau du regard, travailler sur la respiration et tout ça, ça va vous permettre, justement, aussi de mieux réguler votre trac. Alors, oui, quelle solution est-ce que vous avez déjà aussi expérimenté justement pour réussir à mieux le réguler ce trac? Est-ce qu'il y a déjà des choses, peut-être pour vous, qui ont été efficaces ou pas, qui vous ont permis peut-être d'avancer aussi dans cette démarche? Alors, beaucoup de répétitions, la respiration, la visualisation, tout à fait. La préparation, oui. Avouer son trac, ouais. Relativiser l'enjeu, tout à fait. Tout ça, c'est totalement juste. La respiration qui revient beaucoup, oui. Donc tout à fait. Ça, c'est les différentes solutions effectivement qu'on va avoir. Alors moi, j'en ai catégorisé 4 de solutions. Ouais, une note d'humour, en introduction pour partir sur des vibrations positives avec le public. Tout à fait. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard effectivement dans la conférence. Parce que l'humour, ça aide énormément aussi à se détendre, à la fois soi et aussi du coup le public. Parce que ce qui va être important en fait, c'est de pas projeter aussi son trac au public. C'est comme quand on a un blanc, bah, si je m'arrête, que j'ai un blanc et que je suis totalement paniquée et cetera, bah, à ce moment-là, effectivement que je vais projeter mon trac au public. Si à l'inverse, je considère qu'avoir un blanc, bon, c'est pas catastrophique, que ça arrive et qu'on en rigole, bon, forcément, ça va être beaucoup moins problématique, on va dire. J'évite car j'aurais peur que certains ne trouvent pas ça drôle. Oui, il faut le sentir, quoi. En fait, il faut vraiment le sentir en fonction de son public, effectivement. Ouais. Alors, déjà, donc, première solution, soigner son psychique. C'est-à-dire que
Donc comme on a vu, en fait, le trac, c'est une réaction d'adaptation par rapport à l'environnement et du coup, le trac, il va aussi être présent, il va être d'autant plus présent qu'on ne sait pas, effectivement, ce qui va se passer, que notre cerveau, en fait, ne connaît pas la situation dans laquelle il va se trouver. Donc, ce qui va être important, on va pouvoir agir au travers de mécanismes d'ancrage, de visualisation, au travers de la pratique aussi. C'est très bête, hein, mais c'est sûr que la pratique, ça aide énormément. Au travers de croyances, alors c'est les croyances limitantes, parfois aussi qui nous limitent certaines mémoires. Donc tout ça aussi, au travers de coaching, on va pouvoir travailler aussi sur ces points. Soigner aussi son physique. C'est-à-dire qu'on a vu que le trac, c'était quelque chose de mental, mais évidemment qu'au travers des neurotransmetteurs, ça a aussi un impact physique. Et du coup, que toute la biochimie, parfois, de notre corps, de nos organes, se modifie aussi au contact de ces neurotransmetteurs. Et donc, on va vraiment pouvoir agir aussi sur l'aspect physique. Troisième chose aussi, nettoyage et recharge énergétique. L'énergie, ça nous permet aussi de mieux réguler aussi notre trac. Et enfin, quatrième chose, bah, la préparation aussi du discours. Travailler l'estime de soi, ouais, tout à fait aussi. Effectivement, tout ce qui va être estime de soi, confiance en soi, effectivement, ça va beaucoup nous aider. Et ça rentre aussi dans cette dimension, effectivement, de travailler sur ces croyances limitantes et sur des mécanismes qui vont nous permettre aussi d'être beaucoup plus ancrés, que ça soit au niveau physique ou au niveau psychique. Alors, on va reprendre chacune des solutions, du coup, pour justement les approfondir. Alors, la première, donc, c'était la dimension psychique. Hem, alors, il faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'on inclut la visualisation dans la dimension psychique? Parce que, en fait, vivre réellement une situation et imaginer une situation, ça va passer par les mêmes canaux neuronaux. Ça veut dire que si je visualise une situation, en étant vraiment présent à cette visualisation, en activant vraiment tous mes sens, que ça soit la vue, l'odorat, le toucher et cetera, bah, à ce moment-là, en fait, mon cerveau va comprendre que j'ai vécu réellement cette situation et donc en fait, je vais, entre guillemets, «acquérir de l'expérience» uniquement par la visualisation. Donc tout ce qui va être visualisation positive, tout ce qui va être, aussi les mécanismes d'ancrage et cetera, ça va grandement nous aider justement pour mieux réguler notre trac. Fringues de l'événement, ouais, ouais et dans des vêtements aussi dans lesquels on se sent bien, effectivement, ouais, c'est important. Heu, donc je vais vous proposer un petit exercice, justement de visualisation où vous allez vous imaginer pendant quelques instants que vous devenez, ça y est, un orateur hors pair. Quelqu'un justement qui n'a, alors j'ai pas envie de dire qu'il n'a plus peur, mais tout au moins qui a transformé son trac en une adrénaline puissante, voilà et vous imaginez que vous devenez cet orateur. Donc prenez vraiment quelques instants justement pour vous connecter à cet orateur qui est devant vous. Qui est vous, mais qui est beaucoup plus grand et qui est vraiment un leader, en fait. Et vous pouvez même vous imaginer justement que vous adressez à votre auditoire en étant cet orateur, puissant et peut-être de voir quelle différence est-ce qu'il y a entre ce que vous avez visualisé et puis votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous faites de différent? Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez aussi mettre en place qui peut faire que vous devenez effectivement cet orateur à succès? Ouais, fake it until you make it. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette doctrine. Vivre le moment présent, ouais, tout à fait. Arrêter de s'observer pendant un discours, ouais. Être beaucoup plus connecté, en fait, à son public, effectivement. Parce que quand on est, en fait, focalisé sur soi, sur ses états internes et cetera, bah, à ce moment-là, on n'est plus dans l'échange avec son public et c'est là aussi que vient le stress. C'est un peu comme quand on conduit, quand on apprend à conduire une voiture, en fait. Parce que du coup, quand au départ qu'on apprend à conduire une voiture, on est, beaucoup sur les pédales, sur, le volant et cetera. C'est que progressivement, quand on prend confiance et cetera, que là, on arrive à beaucoup plus prendre en compte notre environnement et du coup à se, défocaliser de soi et être beaucoup plus, dans le rapport avec les autres. Je vois que je manque de gestuelle. Après la gestuelle, faut faire attention aussi qu'elle soit canalisée.
N'aurait pas peur de créer des silences. Ouais. Ouais, les silences effectivement, ça nous aide énormément parce que très souvent quand on est stressé, on a tendance à enchaîner et puis on a tendance à beaucoup moins utiliser effectivement les silences. Alors que si on les positionne aux bons endroits et cetera, bah, nous déjà ça nous aide à nous détendre parce qu'on peut enfin respirer, effectivement, même durant le discours, donc ça va être important. Et puis en même temps, ça laisse le temps aux personnes aussi d'ingérer notre discours. Ignorer les jugements du public et transmettre un message clair. Ouais, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est cette notion effectivement de transmettre un message. C'est que souvent, quand on a ce sentiment de manquer légitimité aussi dans sa carrière professionnelle, etc., on peut se dire, bah, il faut absolument que je montre tout ce que je sais sur un sujet. On peut avoir envie en fait de débiter toutes les connaissances qu'on a, alors que ce qui va être efficace en réalité, ça sera pas de débiter toutes ces connaissances. Ça sera vraiment de transmettre un message qui va passer de manière efficace. Et pour que notre message y soit clairement compris, bah, à ce moment-là, faut qu'on ait un message clé déjà, qu'on se perde pas dans 10 messages et que ce message clé, on soit sûr qu'à la fin, notre public l'a vraiment compris. Et ce qui veut dire qu'on va aussi aller l'illustrer, qu'on va chercher des datas clés, et cetera, qu'on va vraiment aller l'illustrer ce message. OK, très bien, très, très bien. Alors, oui, donc comme on disait, la peur du jugement des autres, très souvent, effectivement, ça vient de là. C'est qu'on se dit: «Ouh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce que je vais être jugée?» et cetera. Heu et tout ça, en fait, ça vient aussi d'un manque d'estime de soi souvent. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on trouve pas l'amour à l'intérieur de soi-même, bah, très souvent, on va le rechercher dans les autres. Et c'est pour ça que dès qu'on a un risque que le jugement des autres ne soit pas forcément favorable, bah, c'est à ce moment-là qu'on va effectivement avoir vraiment peur du jugement des autres. Parce qu'au final, si je m'aime moi-même, si je sais ce que je vaux, bah, à la rigueur, que les autres, ce qu'ils pensent, bon, on va dire que c'est un petit peu moins important. La dépendance affective, ouais, tout à fait. Et c'est lié à ce mécanisme effectivement d'amour de soi, heu, qui est peut-être, qu'on va rechercher beaucoup plus dans les autres, au lieu de le chercher en soi, en fait. Ouais, le public est notre ami, c'est ça. Et ça, effectivement, moi j'aime bien utiliser la philosophie d'Aloha. Parce qu'on connaît beaucoup en fait, cette philosophie comme, la on va dire la tradition d'accueil, d'Hawaï et cetera. Mais c'est beaucoup plus que ça en réalité. Parce qu'il y avait en fait des guérisseurs ancestraux à Hawaï qui avaient défini 7 principes de vie. Alors, il y a Aloha, mais il y a aussi la mana, il y a plein de choses. Hem et là, l'Aloha en particulier, c'est celle en fait de dégager une énergie positive autour de soi et du coup, en dégageant une énergie positive, en accueillant de manière positive les personnes et cetera, bah, à ce moment-là, elles vont naturellement aussi nous renvoyer une énergie qui va être très positive, une énergie de partage. Et c'est vrai que si j'arrive face à un public que je me dis: «Là, je vais passer un super moment, je vais leur envoyer une super énergie de partage, j'aime mon public» entre guillemets, bah, ça va être beaucoup moins dur que si je me dis, «Oh là là, est-ce qu'ils vont me juger? Comment ça va se passer?» et cetera. Enfin voilà. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est d'envoyer cette énergie effectivement positive et c'est quelque chose qui part bien de soi. C'est-à-dire que cette énergie positive, c'est pas quelque chose qu'on va chercher dans les autres, c'est bien de soi que ça part et puis après ça irradie en quelque sorte autour de soi. Alors, je vais vous proposer un petit exercice de respiration justement pour réussir à mieux réguler votre trac. Ça peut être avant une prise de parole, tout à fait, mais ça peut être aussi même au quotidien. C'est-à-dire, ces exercices de respiration, moi je vous recommande vraiment, que ça soit de la méditation ou même de la respiration, simple, de les faire vraiment presque tous les jours en fait. Parce que ça va vraiment vous aider dans votre quotidien aussi à réguler ces mécanismes du trac. Ouais, le syndrome de l'imposteur, tout à fait. Mais le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi provenir d'un problème d'estime de soi, hein. Donc ça c'est pas forcément déconnecté. Souvent quand on a ça, en fait, le syndrome de l'imposteur, donc c'est ce sentiment
donc de ne pas être légitime dans son travail. Mais quand on ne se sent pas légitime dans son travail, il faut aller voir aussi pourquoi. Souvent, on a l'impression qu'on a toujours besoin de plus de formation, plus de trucs. Mais cette légitimité, souvent, ça vient aussi d'une confiance en soi, hein. Et d'un environnement nocif, ouais, tout à fait. Et surtout, c'est vrai que quand on est hypersensible, ça peut être très facile de se laisser déstabiliser par un environnement nocif et par des énergies qui vont pas forcément être positives autour de soi. Une forme d'humilité, ça dépend. Ça dépend des personnes. Parce que des fois, le syndrome de l'imposteur, souvent, disons que ce syndrome de l'imposteur, très souvent, on peut se dire, oui, je suis pas légitime pour faire ci, pour faire ça, mais des fois, ça correspond pas à une réalité, on va dire. Alors, du coup, je vais vous proposer de faire ce petit exercice du coup de cycle respiratoire. Donc, on va faire 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration et 3 secondes avec les poumons vides où on retient, où on reste un petit peu en apnée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, non? Yes, top. Alors, on va commencer. Donc, 3, 2, 1. Donc, inspiration. Expiration. Apnée. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Apnée. Inspiration. Expiration. Apnée. Inspiration. Expiration. Et apnée. Inspiration. Expiration. Apnée. Inspiration. Expiration. Apnée. Voilà. Alors, je vous recommande de faire 7 cycles en général pour vraiment que ça agisse bien. Si jamais aussi vous avez besoin de plus d'énergie, vous avez juste à inverser en fait l'apnée et l'expiration. C'est-à-dire que vous faites 3 secondes d'inspiration, apnée, je reste un petit peu en apnée 3 secondes, 2, 3, expiration 3 secondes. Et à force de le faire, vous allez avoir plus d'énergie. Il y a une application, d'ailleurs pour ça que je vous recommande. Ça s'appelle la respiration pranique. Je vous le mets dans les commentaires. C'est une application qui est gratuite. Et vraiment, c'est intéressant parce que vous choisissez en fait votre objectif. Alors, c'était se relaxer, vider son esprit, avoir plus d'énergie, etc. Et ça vous propose comme ça des cycles respiratoires. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je le fais tous les jours. Je fais 10 minutes par jour. Je pense que ça suffit. Et c'est vraiment super. Donc, vraiment, je vous le recommande. Ok. Alors, je vais vous proposer à quel moment. Moi, je vous conseille plutôt de le faire le matin. Moi, je fais beaucoup les choses le matin. Parce que du coup, le matin, je trouve qu'il y a peut-être plus de disponibilité. Soit le matin, soit avant d'aller se coucher aussi. Donc, ça peut être aussi pas mal. Alors, je vais vous proposer quelques petits exercices aussi, peut-être, à faire en fait avant une prise de parole pour justement réussir à se dégager un petit peu à réguler tout au moins son trac. Donc, il va y avoir les exercices de respiration pure, mais des exercices aussi où vous allez canaliser ce trac et puis le relâcher. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, je ne sais pas si certains connaissent l'exercice du salut au soleil. Bon, des fois, hop, dans notamment tout ce qui est yoga,
Ça peut être des choses qu'on travaille. Donc, on va simplement inspirer en levant les bras. Et puis, une fois qu'on est en haut, on va tout contracter. On contracte toutes les tensions, les fesses, les abdos, etc. Et puis après, on relâche. Et là, quand je relâche, mon buste est vraiment totalement relâché. Je peux même le secouer un petit peu pour vérifier que voilà. Et je prends une grande inspiration quand je remonte. Et là, on est beaucoup plus détendu. Et ça, on le fait 2-3 fois déjà. Et ça va nous permettre de vraiment nous ancrer, nous détendre, etc. Ouais, alors avant une réunion, ce que je vous conseille, c'est de le faire en fait, faire la version peut-être plus soft. Parce que effectivement, si vous faites ça devant vos collègues, attendez, je fais ma minute méditation. Bon, après, ça peut aussi se faire de s'isoler dans une salle de réunion pour le faire. Hein. C'est pas, voilà, ça dépend. Mais vous pouvez simplement en fait contracter les tensions, prendre une grande inspiration. Je contracte les tensions et je relâche. Et là, comme ça, on voit absolument pas, du coup, ou simplement, en fait, par exemple, avant une réunion, vous allez simplement prendre conscience, en fait, retourner aussi au moment présent. Vous pouvez faire une petite méditation, en fait, où vous prenez vraiment conscience de votre respiration et vous vous focalisez vraiment sur votre respiration pendant quelques minutes. Vous focalisez aussi sur les points d'appui au niveau de la chaise, etc. Et ça, déjà, ça devrait calmer aussi votre trac. Même tout ce qui est aussi, je vous invite à regarder la cohérence cardiaque. Et ça, il y a pas mal de, justement, il y a pas mal d'exercices aussi de métronome aussi sur YouTube, etc., pour vous aider à pratiquer effectivement la cohérence cardiaque. Et c'est vraiment intéressant. Pour la voix tremblante, oui, ça sera efficace tout simplement parce que la voix tremblante, en réalité, bah, c'est l'émotion qui ressort. La voix, c'est aussi un vecteur d'émotion. Donc, c'est pour ça. Donc, et d'ailleurs, des fois, j'ai des clients qui viennent me voir qui me disent oui, je voudrais travailler sur ma voix et tout. Et en fait, on se rend compte que le problème, il n'est pas vraiment vocal, il est plutôt bah, sur toutes les croyances qu'il y a derrière, sur les émotions, etc. Donc, des fois, que c'est beaucoup plus profond. Alors, on passe du coup à la suite. Ah oui, une troisième chose aussi, c'est la dimension, le magnétisme aussi. Moi, je sais que par exemple, quand je me connecte à mon énergie, ça permet vraiment aussi de se calmer, de se détendre. Après, différentes manières aussi de le travailler, ce magnétisme. La méditation. Moi, j'ai beaucoup développé aussi mon énergie au travers de la méditation, l'empathie. Certaines activités aussi qui sont très qui permettent vraiment de s'ancrer et qui vont vraiment activer aussi le souffle, parce que c'est très lié en fait au mécanisme du souffle. Je pense notamment donc aux arts martiaux, au yoga. Pour moi, ça a été le chant lyrique. Alors, tout de suite connecté à ton énergie. C'est-à-dire qu'en fait, notamment quand tu fais de la méditation, tu peux sentir en fait de légères vibrations. Alors, il faut quand même pratiquer enfin, ça dépend. Tu as des personnes qui vont le ressentir tout de suite, mais moi, je sais que je l'ai ressenti au bout de quelques mois, on va dire. Et disons que tu ressens comme des petites vibrations au départ, comme des petits, comment dire, comme une chaleur, par exemple, au niveau des mains, comme oui, des vibrations, c'est ça, des petits chocs électriques en quelque sorte. Et progressivement, ça se développe. Et puis, si tu veux, après, bah, ça t'aide aussi à beaucoup plus t'ancrer, à aussi canaliser ton énergie. Enfin, moi, en tout cas, ça me permet aussi de me détendre. Donc voilà, je vous partage vraiment cette expérience parce que pour moi, ça a été aussi utile. Alors, ah oui, quatrième chose, c'est l'étape aussi de préparation. C'est-à-dire que, bah, du coup, comment est-ce que je fais avant ma prise de parole, justement, pour préparer mon discours? Alors, il faut savoir que très souvent, alors attends, il y a Laurence qui me demande, c'est quoi la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, en fait, c'est des cycles respiratoires qui vont te permettre justement d'abaisser ton trac et te permettre... Parce que comme on le disait juste avant, l'une des seules manières, enfin même la seule manière d'agir sur le système parasympathique et sympathique, ça va être justement la respiration. Et en particulier, la cohérence cardiaque, en fait, on va faire des cycles comme ça
Alors je sais plus exactement, je crois que ils font 5 secondes, d'inspiration, 5 secondes d'apnée, après expire. Enfin, après tu as des guides en fait sur, oui voilà, exactement et tu as des guides de toute manière, sur internet aussi, sur YouTube en fait où ils font ça très bien. Et où ça te permet vraiment de relâcher et avoir une prise de parole, c'est vraiment, intéressant. Il y en a des fois aussi qui te mettent, alors, sur certaines versions, moi j'avais vu 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Sur d'autres, ils rajoutent aussi, 5 secondes en fait, où tu retiens ta respiration. Moi, celle qui a été le plus efficace dans la pratique pour moi, et notamment, ça marche très bien pour les crises d'angoisse. Ça a été 5 secondes d'inspiration, 5 secondes, en fait, où je reste en apnée et 5 secondes expiration. Voilà. Mais après, le mieux, c'est que vous testiez un petit peu ce qui est efficace aussi pour vous et voilà. Alors oui, donc un discours, ça se prépare à l'oral. C'est-à-dire que très souvent, je vois des personnes, en fait, qui vont mettre tous leurs éléments de langage par écrit et qui après vont arriver à leur discours, vont lire simplement, ce qu'elles ont marqué et puis voilà. En fait, j'avais échangé là-dessus d'ailleurs avec une humoriste, ma Marie, elle était passée sur, le Grand Oral sur France 2. Et on avait pas mal échangé sur ça et c'était vraiment très intéressant parce qu'elle, effectivement, c'était exactement ce qu'elle faisait. Elle me disait: «Mais moi, en fait, je prépare pas mes discours à l'écrit parce que le problème, c'est que si je fais ça, bah, après, en fait, je vais calquer, on va dire, des gestes, une interprétation et cetera, des intonations qui vont être, je vais le calquer, en fait, sur de l'écrit, et du coup, ça aura pas du tout la même portée que si, dès le début, on travaille notre message vraiment à l'oral et qu'on le développe aussi à l'oral. Parce que du coup, il faut bien avoir en tête aussi que le langage écrit n'est pas le langage oral. Par exemple, parfois, j'ai, des personnes qui vont me dire, surtout pour des préparations d'entretien d'embauche. Alors je sais pas, mais les préparations d'entretien d'embauche, j'en ai beaucoup qui me disent: «En effet, il y a 3 ans, machin truc, j'ai eu telle expérience, et en parallèle, machin truc, j'ai fait ci, ça, de plus», et tu es là, tu dis: «Mais est-ce que tu parlerais vraiment comme ça dans la réalité?» Parce que du coup, c'est vrai que c'est des formulations parfois qui étaient très très écrites, mais à l'oral, c'est vrai que c'est totalement différent et moi, ce que je vous recommande vraiment, ça va être de travailler votre discours à l'oral, de vous enregistrer. Le mieux, c'est même de vous filmer et comme ça, vous allez avoir le feedback de ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir prendre conscience de toutes ces scories verbales qui peuvent arriver, de toutes les choses aussi, on va dire qui peuvent, on va dire, être améliorées aussi. Et puis, surtout, ça va vous permettre au fur et à mesure que vous pratiquez, que vous éprouvez votre discours à l'oral, ça va vous permettre de l'enrichir, de l'améliorer et à la fin, vous arriverez à un discours vraiment construit et que vous connaîtrez presque sur le bout des doigts, en fait, parce que vous l'aurez déjà éprouvé, dans des formulations en plus qui vont être différentes. Parce que des fois, quand on apprend par cœur notre discours, bah, il suffit qu'on ne trouve pas forcément la formulation qu'on a apprise et puis hop, c'est le blanc. Donc voilà. Ouais, tout à fait. T'inquiéter ou table ronde où il faut improviser, la préparation n'est pas possible. Oui, tout à fait et c'est pour ça que justement, si on a des interventions à faire, qui sont sur l'improvisation, bah, à ce moment-là, heu, la solution qu'on va avoir, c'est enfin, moi, en tout cas, mes bases, on va dire, qui m'ont permis d'improviser dans des situations, comment dire? Où c'était assez compliqué, ça a été, bah, le non-verbal, en fait, hein. Ça a été de me dire, regard, dos, voix. Pour moi, c'est vraiment les 3 clés, regard, dos, voix. Voilà, c'est moi, à chaque fois que je dois prendre la parole en public, je pense à vraiment ces 3 clés-là et en général, ça passe très, très bien. Surtout la dimension du regard, je pense qu'elle est vraiment très importante. À savoir se connecter à ses interlocuteurs, y compris lorsque je réfléchis, de pas déconnecter avec mes interlocuteurs. Et ça, c'est vrai que c'est une clé, pour moi qui a été vraiment fondamentale, notamment, quand je travaillais en alternance à la Caisse des dépôts, à un moment, on m'avait demandé d'intervenir à la Banque de France sur un sujet. Autant mon sujet, je le connaissais sur le bout des doigts, il y avait aucun problème, mais autant le fait d'être confrontée, d'être face à des directeurs d'innovation et cetera, alors que j'étais alternante, bah, j'étais là, j'étais totalement flip, en fait. Donc le seul truc que je me suis dit, c'est: «Regard, dos,
voix, regard, dos, voix, tu ne peux pas te planter, tu représentes la Caisse des dépôts, là, tu es toute seule, donc faut pas que tu te plantes. Donc voilà. Et alors le dos, oui, on dit dos pour que ça fasse RDV. Le dos, c'est la posture, en fait, du coup. C'est d'arriver vraiment de travailler sur la posture et le travail sur la posture, à ne pas sous-estimer parce que c'est vraiment très important. Heu, Moi, j'ai travaillé pendant 1 an en méthode Alexander sur la dimension que posturale, pour le chant lyrique, par exemple. Et c'est vrai que, souvent, on utilise des muscles qui sont pas forcément, on va dire, adéquates, et qui fatiguent, en fait, le corps. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, justement, de travailler sur la dimension posturale. Le regard, donc rester connecté à son public, même lorsqu'on réfléchit. Et la voix, bah, ça va être réussir à projeter sa voix sur le souffle et réussir, bah, à la timbrer, à aussi sortir de l'intonation et cetera, à faire en sorte aussi que notre discours soit vivant, captive le public. Donc voilà, voilà. Hem, oui, donc aussi, il y avait, je voulais vous parler de ça aussi parce qu'il y avait des expériences qui avaient été faites, notamment dans le milieu, au niveau de l'armée. En fait, ils s'étaient aperçus par rapport aux tireurs d'élite que plus on s'entraîne dans des circonstances proches de la situation réelle et plus en fait, le jour J, on a des résultats qui vont être élevés. Ça peut paraître, bête, mais si vous arrivez, je sais pas, on va dire à motiver votre conjoint ou conjointe ou vos amis et cetera, pour vous écouter avant une présentation importante ou bah, c'est vrai que ça peut être aussi, une très bonne aide. Et comme on le disait, ça peut être aussi en visualisation. Alors, comment augmenter le volume de sa voix? Sur ça, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'abord de travailler sur le souffle. Parce que très souvent, en fait, on oublie cette dimension. Or, la voix, en fait, c'est que du souffle qui va être transformé par les cordes vocales. Et du coup, si tu veux avoir du volume au niveau de ta voix, bah, ça va être vraiment de projeter la voix sur le souffle. Tu peux aussi imaginer, par exemple, que tu as une personne qui est assez loin dans la salle et que tu t'adresses à elle, parce que ta voix va suivre aussi le regard. Donc ça, c'est aussi important. Ouais, tout à fait. Comment éviter la monotonie dans la voix? En fait, ça va être lié aux émotions. C'est-à-dire que ton intonation, elle est vraiment le reflet de tes émotions. Donc déjà, alors il y a des choses assez bêtes, ça va être aussi d'être passionné par son sujet parce que, bah, forcément si le sujet t'intéresse pas, bah, c'est dur d'être passionnant, dessus. Donc déjà savoir pourquoi est-ce que j'interviens sur le sujet, qu'est-ce qui me passionne dedans et la monotonie au niveau de la voix, bah, ça va être aussi tout le travail d'interprétation aussi que je vais faire en amont. C'est-à-dire que les acteurs, une fois qu'ils ont le discours, on va dire, alors ils vont plutôt partir de l'écrit, pour eux, mais il y a un gros travail d'interprétation derrière et c'est aussi ce travail, bah, que nous permet aussi une préparation à l'oral. C'est, on va vraiment chercher à justement, pas être uniquement dans le fait, on va dire, de dire un discours, mais être vraiment sur la dimension d'interprétation, de faire passer au maximum notre message pour qu'il soit, bah, compris de tous et qu'il captive aussi. C'est ça qui est important. OK. OK, OK. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Justement, le trac frise l'intellect et nous empêche d'appliquer en toutes circonstances toutes ces techniques. On y pense difficilement dans les moments à cause du trac qui monopole. Oui, mais c'est pour ça justement qu'il y a aussi un vrai travail de fond à effectuer. Et c'est pour ça que plus aussi on va se jeter à l'eau et plus ça va devenir, on va dire, courant. C'est-à-dire que, hem, à la fois, il y a un travail de fond pour moi à effectuer sur la dimension de l'estime de soi, sur, aussi la dimension corporelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, beaucoup plus que ce qu'on pense d'ailleurs. Et puis, toute la question aussi, effectivement, estime de soi, croyance aussi à déloger, hem et surtout de s'entraîner. Parce que c'est beaucoup ça aussi qui va faire la différence et les grands orateurs, bah, c'est sûr qu'ils se sont aussi entraînés, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi cette capacité à passer à l'action parce que très souvent on se dit: «Ah mais je le ferai», des fois j'entends ça chez des clients et je me dis: «Mais non, c'est pas possible». Ils me disent: «Mais ça, oui, ça je pourrais le faire, plus tard, quand j'aurai confiance en moi et tout». Mais en fait, on se réveille pas un matin en ayant confiance en soi parce que c'est justement en s'entraînant et cetera, qu'on va, bah, améliorer aussi
D'autres, confiances, bah, écoute, des personnes, je suis désolée pour toi. Il y a pas de problème, hein, si ça t'intéresse pas. Et voilà, je suis ouverte à la critique si tu la veux constructive. Alors, plus je prépare, moi je me sens prêt car je vois mes imperfections. Ouais, OK. Après, est-ce que tu peux pas te concentrer justement sur ce qui fonctionne? Plutôt que voir tout le temps tes imperfections, de peut-être, valoriser aussi ce qui marche bien, en fait, dans ton discours. Parce que c'est facile, enfin, c'est vrai qu'on peut être très critique envers soi-même. Faut savoir que les autres, en général, ne seront pas aussi critiques. Donc, voilà. Alors, est-ce que la confiance en soi et l'assurance sont la même chose selon vous? La confiance en soi, alors, la confiance en soi et l'assurance, des fois, on peut avoir de l'assurance en apparence sans avoir forcément réellement confiance en soi. C'est-à-dire que des fois, je vois des personnes qui vont, en apparence, sembler très affirmées, voire même, on va dire, parfois même, ça peut même tomber dans la prétention, mais parfois ça va être des mécanismes un peu de surcompensation. C'est-à-dire que pour moi, la réelle alors, moi, je parle moins de confiance, je parle plutôt d'assertivité, je pense. Parce que pour moi, la réelle assertivité, ça va être justement de créer aussi un rapport équilibré avec les autres. Ni un rapport où on va être, en mode, je suis, tout puissant, même si dans un premier temps, le fait de se dire, «Oui, je j'ai énormément de valeur» et cetera, bah, ça peut aussi booster l'estime de soi. Mais c'est de créer surtout un équilibre entre soi et les autres, d'être dans un rapport justement d'échange. De ni se considérer, on va dire, comme supérieur, ni comme inférieur, mais d'être égal à égal. Donc c'est vraiment hem, un travail à faire à la fois sur l'ego et sur cette notion effectivement d'équilibre. Et ça, on le retrouve notamment, je pensais notamment à la posture du sauveur. Il faut pas non plus se dire, enfin voilà, il y a un équilibre à trouver. Oui, je pense que c'est un troll effectivement. Mais il en faut toujours un, ça fait plaisir même. Alors, comment enlever le trac des 5 premières secondes? Alors, le trac des 5 premières secondes, moi j'avais eu un conseil, d'un coach, c'était assez intéressant. Bon après c'est de tester effectivement ce qui marche pour vous, hein, parce que moi je vous donne plein de techniques, mais après il faut vraiment les tester. Moi j'ai essayé plein de trucs, hein, parce que chez moi au départ c'était quand même assez maladif. Hem Il disait en fait, quand on dit bonjour, de faire bonjour, mais en soufflant. Bonjour et du coup, de manière à expulser en fait son trac. Bon, moi cette technique, je trouve pas que ça avait super marché sur moi, mais bon voilà. Moi ce qui a plutôt marché vraiment, ça a été, vraiment avant de rentrer sur scène et pour moi ce qui marche actuellement, c'est de me dire: «Je vais être dans une énergie de partage avec mon public. J'aime mon public, ça va être génial. Je vais pouvoir vraiment échanger avec eux dans une énergie qui va être super positive, et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Je vais prendre du plaisir à intervenir et cetera». Moi, c'est vraiment d'être dans cette énergie-là. Et maintenant, quand je fais même des séminaires en entreprise et cetera, c'est parce que bon, c'est quand même du trac, hein, quand on est face à 25 personnes, des fois qui sont, directeurs, machin truc, moi j'ai 26 ans, je me dis: «Mais c'est quand même du stress», on va dire. Mais, mais moi, c'est vraiment ce que je me dis, c'est je suis dans une logique vraiment de partage avec les autres et ça me permet vraiment d'être, dans une très belle dynamique. Oh, merci beaucoup Niaré, ça me fait plaisir. Merci Pardini. Et et du coup, enfin moi je c'est vraiment ça qui a été efficace. Un autre truc aussi, pour moi, qui m'a beaucoup aidée en fait, surtout quand je faisais des récitals en chant lyrique, parce que pour moi c'était surtout ça. Parce que le problème, c'est que quand on a, quand disons quand on stresse, bah, des fois ça peut aussi bloquer notre respiration, et quand on chante, bah, comme on disait, la voix est portée sur le souffle, donc ça peut être très problématique et quand on est face à un public de 200 personnes, heu, ça peut être légèrement gênant. Donc moi, je m'imaginais en fait, voilà, que j'avais des racines qui partaient dans le sol, qui se connectaient en fait, que j'étais comme connectée à l'univers et que voilà, je transmettais en fait une énergie de partage super positive et cetera et que finalement, bah, ce que je transmettais, c'était bien plus grand que ma petite personne aussi. Parce qu'il y a ça, il y a aussi cette dimension, je transmets un message aussi qui va impacter, qui va être, génial et où j'ai vraiment envie que les personnes soient transformées par ce message que je transmets et donc je pense que,
En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui m'a aussi fait progresser c'est de penser beaucoup plus à mon public qu'à moi, en fait. C'est vraiment ça. C'est d'être beaucoup plus dans une logique d'échange, de partage. C'est pour ça même que ce format de webinaire, moi, je me dis, je veux plutôt, je sais pas si je vais le continuer parce que, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien partager en direct, avec les personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hésitez pas, hein, c'est le moment de vous lâcher. Réflexion intense. Bon, OK.